Donc on reprend avec Élise Pomaret. Élise, merci beaucoup d'être là ce matin. On te sait passionnée de pathologie proctologique inflammatoire, qui nécessite à la fois une compétence chirurgicale, mais aussi de très bonnes connaissances médicales dans les MICI. Donc tu vas pouvoir nous en parler. Donc Crohn et Verneuil, nous t'écoutons avec intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Laure. Effectivement, la maladie de Verneuil, c'est un peu mon dada en particulier, aussi bien sur un point de vue diagnostique que thérapeutique, et d'autant plus avec la collaboration avec Aude Nassif et les autres praticiens. Et donc là, on va voir encore plus spécifiquement l'association maladie de Verneuil et maladie de Crohn. Donc, est-ce une coïncidence? Ça marche? Ça marche pas? Alors, on va commencer par un petit peu de botanique. Quel est le rapport? Donc, deux légumes qui n'ont comme ça pas de point de ressemblance, la tomate, la pomme de terre. Et pourtant, quand on regarde un petit peu plus près, les graines sont les mêmes. Les besoins nutritionnels lors de la plantation sont les mêmes. Et les maladies qui peuvent potentiellement toucher ces deux plantes sont les mêmes. Alors, est-ce une coïncidence? Eh bien non, puisque c'est la même espèce, en fait, c'est des Sonalanacées, et donc c'est pour ça qu'il y a une ressemblance au final. Alors rentrons dans le vif du sujet, la maladie de Crohn et la maladie de Verneuil, donc ça a été décrit pour la première fois en 91, à propos de 3 cas. Alors depuis, la littérature fleurit avec plein d'études différentes sur cette association. Alors, un petit peu de physiopathologie, des points de concordance entre ces deux maladies. D'abord, il s'agit de maladies inflammatoires évoluant par poussée, avec des facteurs favorisants qui sont identiques, des facteurs génétiques. Alors, dans la maladie de Crohn, on en connaît plus de 120 différents. Dans la maladie de Verneuil, on sait aussi qu'il y a une part génétique avec des histoires familiales de maladie de Verneuil. Il y a une part immunologique, les ASCA notamment, alors c'est un petit peu moins connu, les ASCA sont positifs dans la maladie de Crohn, mais également dans la maladie de Verneuil, même si ce n'est pas associé à la maladie de Crohn. Il y a une intervention aussi de l'IL-23, enfin de l'interleukine 23, le microbiote aussi qui joue aussi des rôles dans ces deux maladies. On note aussi des facteurs environnementaux. Le tabac, on sait très bien que dans la maladie de Crohn, voilà, ça aggrave la maladie sur l'évolution. Dans la maladie de Verneuil, les patients sont souvent fumeurs. Alors ça n'influence pas trop quand on arrête l'évolution de la maladie, mais c'est un facteur retrouvé d'association avec la maladie de Verneuil. La maladie de Crohn est plutôt développée dans les pays développés. La maladie de Verneuil chez des patients qui sont obèses. Il y a un rôle hormonal aussi, c'est souvent chez des patients jeunes, donc vraiment un profil un petit peu identique en physiopathologie. Et au niveau de l'atteinte anopérinéale, 20% des patients vont avoir une atteinte anopérinéale, que ce soit dans la maladie de Crohn au bout de 15 ans d'évolution ou dans la maladie de Verneuil. Alors histologiquement, ce sont aussi deux pathologies granulomateuses. Et donc dans cette étude qui a étudié donc les pièces opératoires, on retrouve des granulomes à corps étranger dans 25% des cas, dans la maladie de Verneuil. Donc c'est très important. Mais on se rend compte qu'il y a seulement 8% de granulomes épithélioïdes, et dans ces patients, il y avait une association soit avec la maladie de Verneuil, la maladie de Crohn, et la sarcoïdose. Alors je vous encourage à surtout discuter avec les anatomopathologistes, puisque la présence de ces granulomes, quand ils sont à distance vraiment du processus inflammatoire, ils doivent faire alerter sur une pathologie autre associée. Concernant l'épidémiologie, donc la maladie de Verneuil est beaucoup plus fréquente que la maladie de Crohn, 2 fois plus fréquente, ça touche 1% de la population, surtout les femmes, on l'a vu avec Aude, mais pareil dans la maladie de Crohn, l'adulte jeune. Et quand on regarde, ça c'est une grosse cohorte qui a été faite aux États-Unis, assez récente, qui étudiait l'association entre ces deux maladies. Dans la maladie de Crohn, un quart des patients vont avoir une maladie de Verneuil associée, donc avec un risque relatif de 9, donc ce qui est très important. Par contre, quand on regarde les patients avec une maladie de Verneuil, seuls 2% vont avoir une maladie de Crohn. Alors c'est souvent associé à l'épidémiologie aussi. Et quand on regarde cette association, elle est d'autant plus forte chez des patients, des hommes, donc contrairement à l'épidémiologie, un peu plus âgés, entre 45 et 64 ans, non obèses et non fumeurs.
Quant aux formes cliniques, en cas d'association, quand on regarde la maladie de Crohn, il y a toujours une atteinte colique, quasiment, enfin dans cette étude en tout cas. Ça touche dans 2/3 des cas le périnée, et il y a des lésions anopérinéales de la maladie de Crohn. Et quand on regarde la maladie de Verneuil, quand elle est en association avec la maladie de Crohn, c'est essentiellement des stades graves de stade Hurley 2 ou 3. Et donc au niveau des localisations de la maladie de Verneuil, la moitié ont une atteinte axillaire ou inguinale et 73% avaient une atteinte périnéale. Donc on voit que les deux maladies se chevauchent au niveau anopérinéal et le diagnostic est parfois difficile. Donc on peut s'aider de l'IRM. Il y a certains facteurs qui permettent de se prononcer plus pour la maladie de Verneuil, donc quand ça ne touche pas le sphincter anal, quand ça ne touche pas les fosses ischio-anales, que la paroi du rectum est indemne. Tout ça, c'est des facteurs, prédictifs d'une maladie de Verneuil pure. Il y a un œdème sous-cutané, c'est souvent bilatéral aussi. Mais il peut y avoir aussi des fistules anales dans la maladie de Verneuil. Alors pour la petite anecdote, j'avais été challengée lors d'un topo à la SNFCP par quelqu'un qui me disait « mais si, il y a des fistules dans la maladie de Verneuil ». Je dis « bah non, classiquement, il n'y en a pas ». Et 2 jours après le congrès, il y avait cette étude qui sortait et qui retrouvait qu'il y avait 6 fois plus de patients qui avaient une maladie de Verneuil dans les fistules anales. Donc il y a une association entre la fistule anale et la maladie de Verneuil sans Crohn associé forcément. Alors, concernant le traitement, on a parlé des antibiotiques dans la maladie de Verneuil avec Aude. Dans la maladie de Crohn, pour les lésions anopérinéales, on peut être amené à en prescrire en pratique clinique. Après, dans la littérature, c'est assez pauvre. Les corticoïdes aident pour la maladie de Crohn, mais très peu dans les lésions anopérinéales et plutôt contre-indiqués dans la maladie de Verneuil. La réduction pondérale, donc c'est plus pour la maladie de Verneuil, parce que dans les Crohn, il y en a un peu moins. L'éviction des anti-inflammatoires, c'est dans les 2 pathologies, c'est la même chose. Le sevrage tabagique, il vaut mieux le prescrire. Dans la maladie de Crohn, c'est vraiment le facteur péjoratif que ça représente. Dans la maladie de Verneuil, pour tout ce qu'on a évoqué, c'est toujours mieux de le prévoir aussi. Et plus récemment, donc les biothérapies. On en a parlé avec l'adalimumab, mais quand on regarde les études, l'infliximab ferait mieux que l'adalimumab dans la maladie de Verneuil. Et on sait que dans la maladie de Crohn, c'est vraiment le traitement préféré dans les lésions anopérinéales. C'est ce qui marche le mieux. Voilà. Et pas hésiter à mettre des doses plus importantes en fait, chez ces patients qui sont plus sévères. Et notamment dans l'adalimumab, qui a l'AMM, les doses sont d'emblée en double dose par rapport aux doses qu'on donne pour la maladie de Crohn. L'ustekinumab aussi a montré son efficacité. Donc voilà, il y a encore d'autres choses à faire. La chirurgie reste un dernier recours, souvent délabrante. Donc vraiment, c'est un traitement médico-chirurgical pour essayer de limiter un peu l'extension, parce que quand il y a les deux, la maladie de Crohn et la maladie de Verneuil, les lésions sont souvent assez délabrantes. Donc pour retenir de ce topo, je dirais que cette association n'est probablement pas fortuite pour toutes ces explications. La frontière est parfois difficile et donc on peut s'aider de l'IRM pour essayer de faire la part des choses. L'association est liée à une sévérité des 2 maladies, que ce soit la maladie de Crohn et la maladie de Verneuil. Donc le traitement, c'est souvent des associations de traitement et c'est médico-chirurgical, donc il faut y aller sévère chez ces patients. Et surtout, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est d'y penser. C'est-à-dire chez vos patients qui ont une maladie de Crohn, quand ils ont un petit abcès ou autre, regardez la peau, regardez des comédons multipores, regardez des pinces de crabe, pensez à la maladie de Verneuil et potentiellement rajoutez des antibiotiques. À l'inverse, dans la maladie de Verneuil, il peut y avoir des fistules anales, mais s'il y en a, s'il y a de la diarrhée, s'il y a des douleurs abdominales, pensez au Crohn et faites des explorations endoscopiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Élise. C'est un sujet complexe et absolument passionnant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, ici. Madame. Bonjour. Ma question, en fait, quand on a l'association des deux,
quand la maladie luminale, en l'occurrence la maladie de Crohn luminale, est stabilisée par l'anti-TNF et que la maladie de Verneuil pourrit la vie aux patients, je fais quoi ? Faut peut-être ajouter des antibiotiques, en fait, justement pour traiter la part de la maladie de Verneuil. Et puis, potentiellement, si c'est très localisé, potentiellement une chirurgie localisée. Aude. Oui. Juste un petit commentaire justement à propos des antibiotiques. Quand j'ai commencé à traiter des patients Crohn-Verneuil, ma grande crainte évidemment était d'aggraver la diarrhée. Des gens qui ont déjà de la diarrhée, on leur met des antibiotiques. Et j'ai eu la bonne surprise, c'est quand même une info, que en fait l'ertapenem et le Bactrim ont un effet assez spectaculaire sur la maladie de Crohn. Ça limite les diarrhées, ça limite les douleurs abdominales, c'est assez impressionnant. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser pour un stade 3 l'ertapenem en pensant qu'on va aggraver sa diarrhée. On l'améliore, mais de façon assez spectaculaire. Merci beaucoup. D'autres questions ? On passe à la présentation suivante. Merci beaucoup, Élise, c'est passionnant.